Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui voir ce qui s'appelle une dinguerie en fait. La mairie de Paris a réussi un nouveau tour de force, quelque chose d'assez exceptionnel, et ils ont réussi à couler la tour Eiffel. Non seulement ils ont réussi une fois, mais ils l'ont fait 2 fois. Nouvelle recapitalisation de la tour Eiffel validée au Conseil de Paris pour faire face à son déficit. C'est le monument payant le plus visité du monde, il est en déficit. C'est encore un coup d'Hidalgo. Oh, vous allez voir que le problème est plus large que ça, mais il y a quand même une bonne part d'Hidalgo dans le problème. Le Conseil de Paris a validé une augmentation de 15 millions d'euros du capital de la société d'exploitation, et une précédente recapitalisation de 60 millions avait été votée en 2021 suite à la crise du Covid. Donc ils ont remis 75 millions d'euros pour ne pas faire couler la tour Eiffel. Vous vous rendez compte de la gueule du déficit? C'est quoi les frais d'un monument? Mais oui, c'est juste l'accueil du public, l'entretien... Comment ils arrivent à un trou de 60 millions? Alors c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Un trou de 75 millions. Bienvenue sur la SET, la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Elle a pour mission d'entretenir, d'exploiter, d'animer la Tour Eiffel. La SET et ses 380 salariés accueillent plus de 6 millions de visiteurs chaque année sur la Tour Eiffel dans le cadre d'un contrat de délégation de service public avec la mairie de Paris. Mais il y a un petit plot twist, puisqu'on apprend ici que la SET est une société publique locale, dont le capital est détenu à 99% par la ville de Paris et à 1% par la métropole du Grand Paris. La ville de Paris s'est déléguée à elle-même la gestion de la Tour Eiffel. On va voir un petit peu pourquoi ils ont choisi ce mode d'exploitation. Créée en 2005, la SET a été choisie par la ville de Paris pour entretenir et exploiter la Tour Eiffel. Avec plus de 6 millions de visiteurs chaque année, à la Tour, la SET a pour objectif notamment de moderniser les installations, les espaces d'accueil et les services offerts aux visiteurs, tout en respectant une démarche de développement durable et en maintenant un haut niveau de sécurité. Vous ne le savez pas encore, mais vous venez d'entendre la phrase la plus drôle du monde. On y reviendra à la fin, il y a de quoi rigoler. Rire jaune, mais rigoler quand même. On va passer à la partie données financières. On a ici un petit tableau qui résume quelques petites informations sur la situation financière de cette société qui exploite la Tour Eiffel. On peut voir déjà ici au niveau de la fréquentation qu'on passe de 7 millions de visiteurs en 2014-2015 à 6 millions les années suivantes, en raison principalement des attentats apparemment. Et puis 2020, on descend encore d'une marche, 1,5 million à cause des confinements et compagnie. Pareil, en 2021, seulement 2 millions de touristes, et puis 2022, on revient aux années précédentes, post-attentat, de 6 millions de visiteurs. On a ici quelques données financières qui résument la situation économique de l'entreprise. On a les charges d'exploitation et les produits d'exploitation. Alors on va être sympa, on va pas regarder par rapport au chiffre d'affaires parce que sinon c'est vraiment la catastrophe. 95 millions de charges, 96 millions de produits, on a gagné 1 million. Les autres années, c'est déficitaire. 83 millions de produits déficitaires, 2016 déficitaire, 2017 déficitaire, 2018 a un petit bénéfice, 4 millions. 2019 déficitaire, 2020, 21 et puis 22 déficitaire. Ils n'arrivent pas à gagner de sous avec ça. Bon, un petit point sur la redevance de la ville, parce que ça va faire partie d'un gros sujet à la fin de la vidéo. On voit que 2014, 2015, 2016, la redevance est assez élevée, 27 millions, 21, 18. En 2017, il y a un changement de délégation, de contrat. Le contrat est renouvelé. On avait vu que la société avait été créée en 2005, donc je crois qu'il y avait un premier contrat de 2005 à 2017. Et puis il y a eu un renouvellement de la délégation de service public en 2017, qui court jusqu'ensuite en 2030. Et là, je ne sais pas pourquoi il y a eu moins 10 millions, donc il y a déjà eu une restitution d'argent par la mairie de Paris. Et ensuite, 4 années de suite, des redevances à 8 millions d'euros et une augmentation en 2022, 16 millions. Voilà en gros pour les chiffres. Donc on va quand même, ce qui m'interpelle moi dans ce tableau, en particulier, c'est le maintien des charges en 2020 et 2021, alors qu'il y a une chute considérable du nombre de visiteurs. Le nombre de visiteurs est divisé par 4, et les charges sont les mêmes qu'en 2017. 84 millions, 90 millions. Donc le chiffre d'affaires s'effondre, mais ils ont les mêmes charges. C'est une entreprise de service qui accueille des gens, donc c'est principalement quand même des charges de personnel qui pèsent pour le plus lourd là-dedans. Et ces gens sont censés être en chômage partiel quand il y a des confinements. Soit la Tour Eiffel est ouverte, elle accueille des visiteurs et les gens travaillent, soit ils sont en chômage partiel et du coup ça ne devrait pas apparaître dans les comptes. Donc il y a peut-être un petit problème au niveau de la masse salariale.
Et c'est ce que j'ai été vérifier ici. J'ai été fouiller un petit peu dans les comptes de la société. Rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2022. C'est passionnant, hein, ça fait 100 pages, j'adore. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des charges de personnel. Donc là, on a le résultat des 5 dernières années qui sont compilés ici. C'est peut-être un petit peu petit, bon, on verra pas. Là, ça va pas mal. Charges de personnel, donc là, c'est la colonne 2022. Effectif moyen des salariés 395. Masse salariale 27,4 millions. Somme versée au titre des cotisations patronales, en gros, 14 millions. Donc déjà, si on additionne, on a 13,9 plus 27,4, ce qui nous donne 41,3 millions. Mais c'est pas tout. Si on va fouiller un petit peu plus haut, on a d'autres informations ici sur la rémunération d'intermédiaires et d'honoraires et le personnel extérieur à l'entreprise pour 15 millions et 1,9 million. Donc là, on va additionner les deux et on arrive à peu près à 60 millions, en gros, de charges de personnel pour un chiffre d'affaires de 100 millions. Donc il y a 60% du chiffre d'affaires qui est capté par les charges de personnel. Il faut savoir que 100 millions divisé par 395 employés, ça nous fait un chiffre d'affaires par employé en moyenne de 253 000 euros, ce qui est plutôt pas mal. Enfin, si on compare à d'autres ratios chiffre d'affaires par salarié dans différents secteurs, vous voyez par exemple les services funéraires, c'est 139 000 euros par salarié. Il y a d'autres domaines, comme l'aide à domicile, où c'est que 34 000 euros par salarié. Forcément, c'est que de la charge de personnel. Mais je pense qu'on peut comparer raisonnablement la Tour Eiffel avec la restauration rapide ou l'hôtellerie. Et on voit ici 132 000 en moyenne, 135 000 euros par salarié de chiffre d'affaires en moyenne dans ces secteurs. Donc, d'avoir 253 000 euros de chiffre d'affaires par personne, par employé, c'est plutôt un très bon chiffre. On voit que la Tour Eiffel est une usine Afrique, qui n'a pas besoin de beaucoup de personnel pour générer un joli chiffre d'affaires. Et le problème, donc, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt la charge de ces gens. C'est plutôt au niveau du montant des salaires que ça pose un problème, parce que 60% de la charge de personnel par rapport au chiffre d'affaires, là on est vraiment au-dessus des moyennes nationales qui tournent plutôt entre 20 et 40%. Hein, le poids des salaires par rapport au chiffre d'affaires est plutôt entre 20 et 40%. Évidemment, dans les sociétés de services, il tend à être plus haut, mais 60%, ça commence à faire beaucoup. Alors on va essayer d'avoir un petit peu plus de détails, parce que dans les comptes de l'entreprise, on n'a pas le détail des revenus que ces gens se versent. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes, rendu en 2020 sur les exercices 2015 à 2019 donc, rapport d'observation sur la société publique d'exploitation de la Tour Eiffel. On va aller page 39 directement, et il y a tout un passage justement sur les rémunérations trop élevées. Une augmentation soutenue des rémunérations. Le choix de baser le versement des redevances à la ville simplement sur son chiffre d'affaires plutôt que sur sa productivité a sans doute contribué à ce que la société ne soit pas incitée à mieux maîtriser sa politique de rémunération. Ça va être un petit peu constant, c'est-à-dire qu'il se fixe des objectifs de rémunération qui sont décorrélés des rentabilités, de la production, du trafic, du développement de l'activité en elle-même. Un niveau de salaire moyen élevé, avec un salaire moyen à 62 200 euros, hors intéressement et charges patronales, pour un effectif composé de 343 équivalents temps plein, dont 242 non-cadres, la 7 est nettement au-dessus des salaires moyens en France. Intéressement et charges patronales comprises, le coût moyen toute catégorie de personnel confondu ressort à 94 800 euros. Alors ici, on a un petit tableau qui compare les salaires moyens des non-cadres, hors intéressement et charges patronales. Donc c'est les rémunérations brutes annuelles. Pour un caissier, 55 000 euros à la 7 pour 22 000 en France en moyenne. Donc c'est le double. Agent d'entretien, 36 000 euros contre 20 000. Agent d'accueil, 55 000 euros contre 26 000. Encore c'est le double. Chef de brigade, 71 000 contre 29 000. C'est plus du double. Technicien, 61 000 contre 35 000. Le niveau de salaire de base des agents travaillant à la 7 est élevé, avec des salaires moyens à 3 300 euros par mois en début de carrière pour les emplois non qualifiés et des salaires annuels de 55 000, 88 000 et 120 000 euros en moyenne, respectivement pour les non-cadres, cadres et cadres dirigeants. 120 000 balles brutes pour les cadres dirigeants. On va voir un peu le résultat de ces gens qui sont extrêmement bien payés par rapport au désastre qu'ils sont en train de causer. Ils ont 100 cadres pour 350 personnes au total. Bah apparemment oui. Alors c'est des équivalents temps plein. Si tu veux savoir comment se répartissait le personnel en 2022, 76 cadres
164 agents de maîtrise et techniciens, 139 employés et 15 ouvriers. Voilà, donc sur 394 personnes, il y a quand même 76 cadres. Ce qui, je crois, est comparable à la moyenne autour de 20%. Alors on continue. Ici, on nous signale que les augmentations des rémunérations sont alliées en premier lieu aux cadres. Sont concernés par ces augmentations les membres du comité de direction et les cadres déjà les mieux payés entre 2015 et 2017. Les données de 2018 n'ayant pas été transmises à la Chambre. Les montants moyens ont évolué de 8%. C'est quand même pas mal, 8% d'augmentation par an. Ici, on nous parle d'un préavis de grève. Ah oui, en 2017. Il s'est passé des choses en 2017 parce qu'il y a eu un mouvement de grève lié au fait qu'ils allaient vendre les billets en ligne et donc supprimer des emplois de caissiers. Ouh, grosse inquiétude. Donc il y a eu des grèves qui ont conduit à des augmentations de salaire. Sur la seule année 2017, on compte ainsi, conformément à l'accord d'entreprise du 23 juin, merci Macron, une hausse de l'intéressement de 700 000 € qui correspond en réalité à une prime de 2 000 € attribuée à chaque salarié au titre de la réalisation de l'objectif de 50% de billets mis en vente en ligne. Une revalorisation de l'indexation des frais de personnel à hauteur de 500 000 €, blablabla. Bon, alors ici, après, on nous parle de primes. Vous avez des primes pour tout. Primes de caisse, primes de jours fériés, primes de nuit, primes de ceci, primes de cela. Des primes qui ont d'ailleurs eu tendance à augmenter. On voit ici le total, 2,2 millions en 2015, 2,6 millions en 2018. Cette augmentation générale des primes traduit aussi une extension des bénéficiaires. Il en est ainsi de la prime différentielle, dont les attributaires sont plus nombreux en 2018 qu'en 2015, ou de la prime exceptionnelle. Hormis pour quelques primes, le nombre d'attributaires a sensiblement augmenté dans la plupart des cas. Dès lors, le montant moyen des primes a globalement augmenté, parfois dans des proportions notables. On ne va pas trop rentrer dans le détail, vous pourrez toujours aller voir ça. Ce qui est intéressant ici, c'est la prime de rendement. Le montant versé au titre de la prime de rendement est passé de 5 millions en 2015 à 4,7 millions en 2018, pour un nombre de bénéficiaires supérieur, 299 au lieu de 288. Le montant moyen de la prime de rendement s'établissait à 17 000 €. Il a baissé à 15 673, soit 48% du salaire brut mensuel, ou seulement les 2 tiers pour un agent d'accueil. Et oui, parce que les montants de salaire que je vous ai donnés précédemment contiennent une grosse part, donc en fait quasiment la moitié, sous forme de prime de rendement, mais un rendement qui est assez discutable. Les modalités de versement de cette prime suscitent des interrogations. Le rapport de clôture de l'ancienne délégation, donc en 2017, relevait, compte tenu du caractère incontournable de la Tour Eiffel dans le paysage touristique parisien, on pourrait considérer que le mode de calcul du versement de la prime de rendement ne s'appuie pas sur un principe incitatif. En effet, une part importante de la fréquentation est assurée par la notoriété internationale de l'édifice. On a défini un montant d'objectif de rendement à réaliser qui est en fait le rendement naturel de l'édifice. Comme ça, c'est pratique, on se la verse chaque année et ça permet de doubler le salaire. La constitution de l'épargne salariale obéit à la même logique. L'intéressement moyen a aussi augmenté de 1 804 € en 2016 à 2 874 en 2018. Il peut aussi être versé immédiatement aux salariés ou placé en plan d'épargne, PEE, PERCO et compagnie. Voilà, donc ces gens se versent des salaires très importants, des primes très importantes, de l'intéressement, tout va bien. Sauf que la boîte est en train de couler, quoi. On va voir un peu le résultat, la production que ces gens nous livrent en échange de ce salaire. Et là, on va s'intéresser à la synthèse de ce rapport, qui résume un peu les problèmes généraux qu'il y a dans la gestion du site. Monument emblématique de la ville de Paris et de la France, la Tour Eiffel pâtit de délais d'attente qui cristallisent le mécontentement de nombreux touristes et qui nuisent à son image. La forte hausse des tarifs payés par les visiteurs à la fin de l'année 2017, une augmentation de 45%, devait permettre de financer la création d'un centre d'accueil. Pourtant, si la ville de Paris a indiqué qu'il serait intégré dans l'aménagement du site étendu à une partie du quartier, à ce jour, ce centre d'accueil n'est pas formalisé par un projet précis. Il n'existe toujours pas en 2024. En revanche, cette hausse de tarifs a permis d'augmenter les effectifs et les rémunérations des personnels et des dirigeants de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Dans ces conditions, la Chambre estime que la ville de Paris, propriétaire du monument, devrait préciser ses projets concernant le site et réexaminer les modalités de son contrôle sur la gestion de l'asset. Ils ont permis à l'asset d'augmenter ses tarifs pour financer des infrastructures. Les infrastructures n'existent pas et ils se sont foutus l'argent dans la poche. L'insatisfaction des visiteurs liée au délai d'attente a été encore accrue par la hausse de tarifs de 2017. Les enquêtes récentes font état d'une insatisfaction des visiteurs liée au temps d'attente avant la montée dans la tour.
L'A7 ne disposait pas, au moment du contrôle de la Chambre, de données fiables sur cet aspect primordial de sa gestion et n'avait pas formalisé une stratégie de gestion des files d'attente, problème majeur rencontré par les visiteurs. On n'en a rien à foutre des visiteurs, on s'en fout de savoir s'ils sont contents, ni du temps d'attente, c'est pas important. Il faut dire que si on ne le mesure pas, ça permet aussi de ne pas voir le problème. Les fermetures du site sont fréquentes. Ainsi, de 2015 à 2018 inclut les événements / aléas internes et extérieurs à l'entreprise, hors arrêt des ventes pour panne d'ascenseur, donc en gros c'est les grèves, amenant à une fermeture totale ou partielle du site, ont affecté 174 jours, soit 12,5% du nombre total du jour d'ouverture sur la période. Si on intègre les pannes d'ascenseur, la proportion de jours affectés par une perturbation des visites sur la période 2016-2018 a atteint 16,9%, soit en moyenne 1,2 jours par semaine. Pas mal, hein? Par ailleurs, une enquête de satisfaction réalisée en 2018 a montré que 37% des visiteurs jugent le prix trop élevé au regard de la qualité de la visite, 29% des visiteurs ne vont pas au sommet en raison du coût. En effet, une nouvelle convention de délégation de services publics de la ville de Paris et de l'A7, entrée en vigueur au 1er novembre 2017, a permis une hausse de 47,1% du prix du billet. Aussi, en dépit des bons résultats de la fréquentation touristique constatée sur l'ensemble de l'Île-de-France, les années 2018-2019 ont connu une forte baisse du nombre de visites de la Tour Eiffel. Est-ce que c'est ce qu'on voit ici? Oui, même encore en 2017, il y avait 6 millions 2, 6 millions en 18, 6 millions 1 en 19, c'est plutôt une stagnation. C'est vrai que si on se réfère par rapport à 2014 où il y avait 7 millions de touristes, les gens continuent de revenir en Île-de-France malgré les attentats, mais ils évitent la Tour Eiffel. J'ai été voir un peu les avis Google pour voir à quoi ça ressemblait. Alors, je suis allé voir sur les moins bons. La plus belle tour du monde, symbole de la France, prise en otage par des employés en colère. Apparemment, il y avait des manifestations. Bravo, vous avez défiguré le plus beau monument du monde avec des murs en verre, des barrières en acier. Vos mesures de sécurité sont comme un pansement sur une jambe de bois. Et on va voir un peu ce que disent les gens après. Plus de 2 heures d'attente, très peu d'informations. Ah, grève surprise, oui d'accord. 18 € quand même, merci aux personnes qui viennent au bout du monde pour voir l'emblème de la France. La Tour Eiffel est aussi belle que magnifique, par contre je ne sais pas qui gère ce site, si c'est la ville de Paris ou pas. Je vous conseillerais de revoir niveau sécurité. Il y a des personnes vraiment incompétentes qui ne savent pas enchaîner 2 mots d'affilée, qui font les méchants garçons, en particulier un vieux avec des lunettes au point de contrôle avant l'ascenseur du pilier Est. Il était présent le 7 août 2023. On va essayer de le faire virer. Faut coucher sur place pour avoir un ticket en moins de 4 heures. Pire expérience de ma vie, une honte. Il y a des pickpockets très proches de la tour, des rats qui passent à côté de vous, le personnel non souriant et non sympathique, des odeurs horribles, des vendeurs de rue qui se montrent très pressants alors que vous avez refusé au moins 10 fois. Malheureusement, je ne comprends vraiment pas pourquoi la tour est tant visitée avec autant de souvenirs négatifs. Une arnaque à l'échelle mondiale. Arnaque. Bref, vous voyez un peu le paysage, quoi. Donc ouais, au niveau de l'accueil du public, il y a quand même des petits soucis en termes de sécurité, parce qu'il y a des pickpockets et des vendeurs à la sauvette à tous les coins. Des rats. C'est moche parce qu'ils ont mis des barrières dans tous les coins et à la fin tu sais plus où tu dois passer. Les files d'attente sont énormes, apparemment. Il faut au moins 1 à 2 heures pour avoir un billet. Et puis le personnel n'a pas l'air très sympathique et puis c'est cher. Donc visiblement il y avait des problèmes à régler. Et justement, l'A7 avait prévu la réalisation d'un centre d'accueil qui devait être financé par les hausses de tarifs. Eh ben, il n'existe pas. Donc les gens ont payé la hausse de tarifs pour financer le centre d'accueil, et ils se tapent encore les files d'attente. L'A7 souhaitait réaliser un centre d'accueil au public pour améliorer les conditions d'attente et de visite. Elle envisageait de créer une zone souterraine d'accueil pour permettre de passer de 7 millions de visiteurs à 10 millions par an. Aussi, par convention du 26 octobre 2017, Paris a chargé l'A7 de réaliser sur une durée de 15 ans un programme contractuel d'investissement dont une enveloppe de 80 millions d'euros était consacrée à la réalisation du projet de centre d'accueil. Donc 80 millions d'euros qui sont financés par les hausses de tarifs en fait. Toutefois, à la suite de la vague d'attentats de Paris 2015 et l'attentat de Westminster en mars 2017, la ville de Paris et l'A7 ont jugé prioritaire de doter le site d'un niveau de protection renforcé. Elles ont signé en ce sens un avenant au contrat de délégation en 2018. En particulier, la ville de Paris a souhaité une approche beaucoup plus globale dépassant le périmètre délégué à l'A7, en lien avec le Champ de Mars, la perpendiculaire des quais Branly et le pont d'Iéna. L'enveloppe allouée au projet de sécurisation a été réévaluée.
Et de ce fait, la ville de Paris et la SET ont différé la réalisation du projet d'accueil. Sans cesse repoussé depuis une dizaine d'années, celui-ci aurait pu être pensé dès 2017, en même temps que la clôture du périmètre de sécurité du parvis, de manière à rationaliser les coûts. En l'absence de ces investissements, la hausse de tarifs intervenue fin 2017 a été sans contrepartie pour les visiteurs. Pourtant, en 2017, dans sa réponse à la consultation de la ville de Paris sur la DSP, la SET insistait sur la nécessité de relever les tarifs pour financer un programme d'investissement plus important que celui prévu dans le précédent contrat de délégation. Et finalement, il n'y a que dalle. La non-réalisation du centre d'accueil rend d'autant plus nécessaire d'accélérer la vente de billets en ligne avec l'attribution de créneaux horaires précis afin de mieux réguler les flux et de réduire les temps d'attente en caisse. Les gens payent 47% de leurs billets en plus pour finalement pouvoir le réserver sur Internet. Parce que sinon, c'est trop le bordel sur place. Voilà. Ah là, on va parler un peu rémunération. Dans un contexte de dialogue social difficile, les effectifs et les rémunérations ont fortement augmenté. Le plan d'affaires de l'entreprise établi dans le cadre de la nouvelle délégation de 2017 prévoyait une augmentation de ses effectifs. De 2015 à 2018, ceux-ci sont passés de 317 à 345 agents en équivalent temps plein. Apparemment, ils sont maintenant 395. Cette croissance n'a pas été accompagnée d'économies de gestion puisque les coûts, en particulier le recours à l'intérim ou des prestations de gardiennage et d'entretien, ont sensiblement augmenté. La SET justifie cette évolution par la nécessité de structurer les fonctions support au sein de l'entreprise. Ok. L'encadrement a été renforcé par 29 agents supplémentaires, on va embaucher du cadre. Toutefois, aucun document n'a été produit à la Chambre justifiant de manière solide et documentée cette augmentation des effectifs au regard de l'évolution attendue du chiffre d'affaires, ce qui laisse penser qu'elle a été déterminée sommairement. On a embauché les copains qui ne génèrent strictement aucun chiffre d'affaires en plus. On peut reprendre, hein. Ici le chiffre d'affaires est quasiment stable. Si on s'intéresse vraiment au chiffre d'affaires, il n'y a pas une grosse évolution, et si on compare au personnel, il a augmenté plus vite. Le pourcentage d'employés a augmenté plus vite que le pourcentage de chiffre d'affaires. L'augmentation des effectifs n'explique qu'en partie la croissance de la masse salariale, dont 20% résulte de la hausse des salaires. Ces derniers sont élevés. En moyenne, les salaires annuels bruts évoluent entre 55 000 pour les non-cadres et 120 000 pour les cadres de direction. L'augmentation des rémunérations semble liée aux difficultés du dialogue social, en gros, chantage à la grève. En effet, afin d'améliorer les conditions d'accueil, la SET a prévu de développer la billetterie par Internet, qui doit concerner 80% des billets en 2021. Ce développement devait entraîner une forte réduction du nombre de caissiers, nos fameux caissiers payés 55 000 balles. Les inquiétudes suscitées par le redéploiement d'emplois ont provoqué des mouvements sociaux de grande ampleur, très négatifs pour l'image du monument. Des négociations entre la SET et les organisations syndicales qui ont duré de février à fin mai 2017 ont abouti à un accord d'entreprise visant notamment à répondre par d'importantes hausses de rémunération aux préoccupations du personnel liées au développement de la billetterie par Internet. Oh, on va devoir travailler moins, donnez-nous plus d'argent. Des mesures de modération salariale ont finalement été adoptées en 2019. Toutefois, la Chambre observe que dans le contexte actuel de stagnation du nombre de billets vendus, la SET aurait dû mettre en œuvre une stratégie plus rigoureuse pour remédier à la forte augmentation de ses dépenses. On a embauché du personnel à rien foutre, en gros, ou qui n'ont pas produit beaucoup de valeur, pas d'augmentation de chiffre d'affaires. Et quand il a fallu essayer de trouver une solution pour que les gens aient un peu moins d'attente en caisse, en réservant leurs billets en ligne, c'est une angoisse, ça a généré de l'angoisse chez les employés qui ont manifesté pour obtenir plus d'argent. Et derrière, c'est la ville de Paris qui rembourse. Je connais des caissiers au Auchan qui tueraient pour ça, ouais. En 4005 par mois, les pauvres. On arrive au bout de la synthèse, je vous rassure, là c'est le dernier paragraphe, qui est intéressant parce qu'il aborde la structure de l'entreprise. À la demande de la ville de Paris, la SET s'est dotée depuis 2016 à la fois d'un comité d'audit et d'un comité stratégique. La Chambre a constaté l'intérêt de la société pour les procédures de contrôle interne. On fait notre petite tambouille entre nous. Sa volonté de corriger les manquements constatés dans ce domaine, ainsi que la résolution de nombre d'anomalies. Toutefois, du fait notamment que le service de contrôle de gestion n'existe que depuis 2016, d'importants progrès restent à accomplir. Des indicateurs de performance sont à construire, et la société devrait mettre en œuvre une comptabilité analytique par événement ou par activité. Hop, on mélange tout, on regarde pas, comme ça c'est illisible, et on peut créer un peu d'opacité dans les finances. La SET dispose de tableaux de bord de performance seulement depuis 2017.
Les informations qu'il délivre pourraient être améliorées en vue de conforter les prévisions budgétaires ainsi qu'une trajectoire pluriannuelle pour notamment piloter au plus près les ressources en personnel de l'entreprise, limiter les coûts qui s'y attachent et permettre une information plus transparente aux administrateurs et en premier chef de ceux représentant la ville de Paris. Plus généralement, la Chambre révèle que la forme juridique de la société publique locale, la SPL, a permis à la ville de Paris de déléguer la gestion du monument sans mise en concurrence. La collectivité étant supposée exercer sur la SET un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Apparemment, ça a dérapé. Dans les faits, toutefois, ce contrôle n'a pas permis à la ville d'empêcher de fortes augmentations de dépenses de personnel. On voit que c'est vraiment le gros problème dans cette entreprise, ça revient sans arrêt. En outre, le statut de la société anonyme a contraint la ville à rechercher des coactionnaires et n'a pas permis à la SET de bénéficier du mécénat, source de financement pourtant prévue par le contrat de délégation de 2017. Aussi, la Chambre estime que la ville de Paris pourrait s'interroger sur le mode de gestion le plus adapté au monument. La ville pourrait envisager une mise en concurrence, soit en déléguant la gestion à un opérateur assumant un réel risque commercial, en contrepartie de l'exploitation du site, soit en s'associant à un opérateur privé dans le cadre d'une société d'économie mixte à opération unique, une CEMOP. La ville de Paris pourrait aussi envisager de passer en gestion directe, ce qui lui assurerait une meilleure maîtrise des dépenses d'exploitation du monument, notamment des dépenses de personnel. Elle pourrait aussi exploiter le monument sous forme d'une régie, qui offrirait une plus grande transparence financière aux élus parisiens et renforcerait le contrôle du Conseil de Paris sur la gestion du monument. Donc si je comprends bien, ils ont choisi une forme juridique de société publique locale afin de pouvoir déléguer sans concurrence et tout en gérant le monument avec une certaine opacité financière. Ce qui permet de s'en mettre un petit peu dans la poche, quoi. D'embaucher les copains, ce genre de conneries. Si on va à la page 17, le conseil d'administration est en fait composé d'élus de la ville de Paris. 99% des parts sont détenues par la ville de Paris et puis un peu par la métropole. Tous ces gens, en fait, qui composent le conseil d'administration et dont certains ont des postes au sein de la SET, c'est des élus de la ville de Paris. Donc les élus sont présents au conseil d'administration et puis ils se sont en fait... Hop, ils ont capté la tour Eiffel, ils en sont fait leur précaré, on se le délègue sans concurrence, sans rien, et puis on va se verser des rémunérations de zinzin, le tout avec une certaine opacité financière. On n'a pas créé l'indicateur de performance, on mélange tous les comptes, il n'y a pas de comptabilité analytique par activité, c'est dommage, c'est vraiment con. Et tout ça permet de se verser des grosses rémunérations sous forme de primes en fait. Comme ça, sur les contrats, il n'y a pas de problème, ils sont embauchés à des tarifs normaux. Mais pouf, le salaire double en cours d'année parce qu'il y a des primes partout. On va voir un petit peu ce que nous dit ici un conseiller régional de l'Île-de-France. C'était donc le 20 février 2024, il est intervenu sur CNews. Ici, on a Frédéric Ocard, en fait, là, dans le petit encart, adjoint à la mairie de Paris en charge du tourisme et de la vie nocturne. Il expliquait que les vendeurs à la sauvette, ça fait partie du paysage. Si vous arrivez au pied de la tour Eiffel et que vous n'avez pas un joueur de bonne taux et un vendeur à la sauvette, il vous manque quelque chose. C'est-à-dire les clochards, le trafic, ça fait partie de l'expérience tour Eiffel. Les gens payent une fortune, plus de 29 € pour aller au sommet de la tour Eiffel et acheter des marrons dégueulasses au pied du truc. Je me souviens qu'il y avait des vendeurs de crêpes qui stockaient, ils stockaient la pâte à crêpes dans des bouteilles qui étaient planquées dans les égouts. Enfin, c'est le grand n'importe quoi sur le parvis de la tour Eiffel. Alors en 2 minutes, il nous fait un petit peu un panorama de tout ce qui ne va pas autour de la tour Eiffel et ça va nous permettre d'enchaîner après sur la suite. Il faut quand même rappeler à M. Ocard que les vendeurs à la sauvette sont un fléau. Les vendeurs à la sauvette, c'est de la criminalité en bande organisée. Ce sont des réseaux mafieux qui alimentent des trafics. Et donc demain, cet adjoint Europe Écologie Les Verts à la ville de Paris va nous expliquer quoi? Que le crack à Stalingrad, ça fait partie du folklore, que les pickpockets dans le métro, que les agressions à la Chapelle, c'est l'image d'Épinal de Paris. C'est irresponsable. C'est d'autant plus irresponsable que ça vient légitimer, ça vient banaliser la délinquance à Paris. C'est choquant et surtout c'est révélateur, selon moi, du saccage méthodique de la capitale par une équipe d'écologistes qui sont une sorte de bande de zadistes qui sont en train de détruire méticuleusement ce joyau qui est Paris. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, la Tour Eiffel est en situation de péril. Parce que non seulement les environs de la Tour Eiffel sont complètement ravagés,
les pelouses sont à l'abandon, l'insécurité sur le Champ de Mars, elle explose, mais la Tour Eiffel, le monument lui-même, est aussi menacé. Ça vous a pas échappé que depuis hier, les salariés de la Tour Eiffel sont en grève parce que la ville de Paris va faire exploser la redevance que paye la Tour Eiffel à la ville de Paris. C'est-à-dire que la Tour Eiffel payait jusqu'à présent une redevance de 8 millions d'euros par an à la ville de Paris. Cette redevance est passée de 8 millions à 16 millions d'euros. Et demain, la ville de Paris souhaite la mettre à 50 millions d'euros, c'est-à-dire quasiment la moitié des recettes annuelles de la Tour Eiffel. Et aujourd'hui, la Tour Eiffel ne peut plus faire face, si cette redevance passe à 50 millions d'euros, elle ne pourra plus faire face aux travaux normaux d'entretien de la Tour Eiffel. Tenez-vous bien, enfin rendez-vous bien compte que ça fait 14 ans que la Tour Eiffel n'a pas été repeinte. Aujourd'hui, elle est rongée par la corrosion. Gustave Eiffel nous a légué ce joyau en disant une chose, s'il vous plaît, repeignez la Tour Eiffel tous les 7 ans. Ça fait 14 ans aujourd'hui, la Tour Eiffel va devenir un amas de rouille en plein cœur de la capitale. C'est l'image de Paris qui est en jeu, c'est l'attractivité de la ville qui est en jeu, c'est inacceptable. Alors, sur la fin, je suis un peu moins d'accord avec lui, comme on va le voir au cours de la vidéo. Parce que la fameuse redevance de 50 millions, il y a une raison. Mais effectivement, si ça fait 100 millions de chiffre d'affaires et qu'on en prend la moitié, 50% sur la redevance, puis qu'il y a les charges de personnel qui pèsent pour 60%, et qu'en plus il faut financer des travaux, il va y avoir quand même un sacré problème. Et là, il nous a parlé d'un sujet, parce que il parlait les abords de la Tour Eiffel sont une catastrophe, les files d'attente sont une catastrophe, mais il y a aussi l'entretien qui est une catastrophe. Et ça va être maintenant le sujet qu'on va aborder ici, avant de revenir après sur cette histoire de redevance et sur les derniers rebondissements qui ont conduit d'ailleurs à devoir à devoir recapitaliser la Tour Eiffel. Juin 2022, Marianne a fait un long article sur la Tour Eiffel, justement, qui est rouillée, mal en point, est-ce qu'on va la prendre sur la gueule? Alors il se posait la question déjà en 2022. Actuellement en cours, la 20e campagne de peinture de la Tour Eiffel sera non seulement la plus chère, mais probablement aussi la plus inefficace de l'histoire du monument. Selon nos sources, le symbole de Paris est très mal en point. Depuis 2010, plusieurs rapports confidentiels, dont Marianne détient des copies, mettent en garde sur les défauts de maintenance de l'ampleur et l'ampleur des dégradations. On a vu Notre-Dame brûler, verra-t-on la Tour Eiffel tomber? Selon plusieurs rapports confidentiels, le plus célèbre monument français est depuis plusieurs années dans un état très dégradé et sa maintenance laisse à désirer. La 20e campagne de peinture lancée en 2018, en prévision des Jeux Olympiques, avait pour ambition d'y remédier et de mettre les bouchées doubles, mais elle vire au fiasco. Dans l'urgence, à certains endroits, une simple couche de peinture est juste badigeonnée sur les couches existantes qui s'écaillent et ne tiennent pas. C'est une hérésie, dénonce un spécialiste de ces questions affolé par les choix techniques actuels. C'est bien simple, si Gustave Eiffel visitait les lieux, il aurait une syncope, se désole un cadre du site. Les mecs sont consternés, ils sont désolés du résultat de leur propre travail. Dans son livre La tour de 300 mètres, le célèbre ingénieur n'écrivait-il pas que la peinture est l'élément essentiel de conservation d'un ouvrage métallique et les soins qui y sont apportés sont la seule garantie de sa durée. Prenant soin d'insister, ce qui est le plus important, c'est de s'opposer au commencement de la rouille. Or, 133 ans plus tard, à certains endroits, la rouille a gagné et ronge le fer du monument comme les termites le bois. Elle ne risque pas de tomber demain, rassure un bon connaisseur, mais il est vrai qu'elle ne va pas bien du tout. Alors, la suite de l'article est malheureusement liée à un paywall. Heureusement, sur Reddit, quelqu'un l'a copié-collé. On va lire un petit peu cet article qui est assez long, mais qui fait un peu le tour du sujet autour de l'entretien de la Tour Eiffel et des enjeux qui sont liés à cette 20e campagne de peinture qui est en train de tourner au fiasco et de savoir justement où sont les responsabilités et quelle est l'ampleur du problème. Retardée pour cause de pollution massive au plomb, dont la gestion sanitaire n'avait manifestement pas été anticipée, la 20e campagne promettait de décaper et de repeindre 30% de l'ouvrage. Parce qu'il y a eu des couches successives de plomb qui se sont accumulées, et vous allez voir que ça pose quelques problèmes. C'est la première campagne sans plomb date de 1995. Donc voilà, il y a eu des changements de normes autour de la gestion du plomb qui est quasiment traité comme de l'amiante maintenant, et donc ça a renchéri les coûts. Et ils ont mal anticipé, dans cette 20e campagne, le coût de la gestion de cette pollution. Bref, donc ils devaient décaper 30% de l'ouvrage, finalement 5% l'a été.
Seul l'arc décoratif donnant sur le champ de Mars sont finalement décapés. Une zone purement décorative ne supportant aucune charge. Le reste, sur les 245 000 m² de fer restants, quelles parties seront piquées au marteau et traitées en 2 couches de peinture neuve? Quelles parties seront simplement badigeonnées d'une seule couche? Secret d'État à la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Cette 20e couche va coûter plus de 60 millions d'euros pour un résultat global lamentable. Alors ça va être notre fil rouge, l'augmentation colossale et considérable du coût des travaux, un dérapage dont vous n'avez pas idée. À la base, ils étaient partis pour 30 millions. Un simple cache-misère confié à un ancien cadre du monument. Une campagne pour faire joli à l'occasion des Jeux, mais qui avec le Covid et le plomb a accumulé les problèmes. Il faudra l'oublier vite, commente un autre. Il faudra aussi espérer que la 21e campagne, dans les années 2030, rattrape les lacunes de celle-là. La tour a été bien construite et reste solide, positive un ingénieur, mais à force de reporter les problèmes et de mettre une couche pour masquer la misère, dessous, le fer est mis à l'épreuve de façon exponentielle, et à terme, tout ce qui n'est pas fait sérieusement aujourd'hui devrait être fait au prix fort demain. Du simple bon sens, cette tour c'est l'image de la France et on la laisse se dégrader, alors que les caisses de la 7 sont pleines grâce aux touristes et vidées grâce aux employés et à la redevance de la mairie de Paris. Il y a quelque chose de désolant dans cette situation. L'image, mais aussi l'histoire de France, une histoire de peinture. On va passer un petit peu, je crois, on va peut-être pas tout lire. Alors, au début des années 80, la presque centenaire commence à accuser le coup. Des corrosions importantes apparaissent, il y a urgence. Jacques Chirac, maire de Paris, décide de fermer les lieux le temps d'importants travaux de structure. C'était nécessaire, mais on a raté le coche à ce moment-là, se souvient un ancien. Il aurait fallu la décaper entièrement et la repeindre à neuf. En 95, elle est pour la première fois repeinte sans plomb pour des raisons de santé publique. En 2002, la peinture change. Pour la première fois, l'huile de lin n'entre plus dans la composition, remplacée par l'alkyd uréthane. Avantage, elle va sécher plus vite. Inconvénient, le film va se tendre. On a cru gagner du temps, mais il n'aurait pas fallu modifier la composition des peintures. Cette 18e campagne va être lourde de conséquences. Ok, donc ils vont changer la composition de la peinture en cours de route, et vous allez voir qu'il y a des problèmes de dilatation. Dès 2008, l'entreprise Expiris, avec à sa tête Bernard Giovannoni, un expert judiciaire, voit apparaître les premiers défauts sur le film de peinture. À la même époque, le chef du service structure de la tour commande un audit complet auprès de la société DECRA. Le rapport de synthèse tombe en 2010. Il est préoccupant. Le document passe tout en revue, fondation, peinture, corrosion. À cette date, l'état de la peinture, 1,3 mm d'épaisseur en moyenne, 1 cm 3, est encore jugé satisfaisant. Les systèmes de peinture appliqués à ce jour sont bien adaptés, écrit le rapport, qui met néanmoins en garde sur les défauts de maintenance. Pendant 120 ans, la tour a subi les assauts du temps, les intempéries, les incidents de toute nature, des surcharges, des incendies, des transformations lourdes. Aujourd'hui, cette ossature métallique doit faire l'objet de toutes les attentions et bénéficier d'une surveillance exhaustive. Le rapport DECRA déplore un total manque de suivi. La 7 doit porter un regard différent sur la tour Eiffel et réétudier dans son ensemble une nouvelle politique de maintenance axée sur le contrôle de la structure métallique vieillissante, conclut le rapport qui suggère en outre au service structure de soigner ses archives afin d'éviter de renouveler des situations d'urgence telles que celles vécues dans les années 80. Donc même côté papier, ça a l'air d'être le bordel. On ne sait pas en fait qui a intervenu sur quoi, avec quel produit, voilà. Dans un premier temps, la 7 réagit. De nouvelles études sont commandées à Expiris concernant la surveillance de la peinture. En 2014, les résultats d'Expiris sont très mauvais. Un document de 2014 intitulé « Synthèse sur la tenue des anciens fonds de peinture » tire le signal d'alarme. Des phénomènes d'écaillage, de craquelage, de cloquage, d'enrouillement sont repérés à peu près partout sur le bâtiment. Ce n'est pas nouveau, même si cette fois la vitesse à laquelle la rouille s'est étendue surprend l'expert judiciaire Bernard Giovannoni. Cela faisait plusieurs années que je travaillais sur la tour, confie-t-il. En 2014, j'estimais qu'il y avait grande urgence à s'attaquer à la corrosion. D'autant que les essais d'adhérence des couches effectués par Expiris se révèlent catastrophiques, en dessous des normes. Selon les estimations de 2014, seulement 10% de la peinture de la tour tient. Trop de couches de peinture ont été superposées et la dégradation en surface a été rapide. C'est simple à comprendre, explique un expert. Les dernières couches ont trop tendu les couches précédentes et la peinture craquelle et s'écaille partout. Enfin, c'est ce qu'ils expliquaient. Ils sont passés du lin à l'acrylite de je sais pas quoi, là. Et du coup, ça fait bouger toute la structure, toute l'épaisse couche de peinture. En clair, depuis 2014, la 7 sait que la surface de la tour Eiffel s'effrite. Elle est devenue très friable.
Si on marche dessus, elle casse, et joue donc de plus en plus mal son rôle protecteur. C'est hélas exact, mais les couches anciennes sont solides, pondèrent une autre, et continuent heureusement de protéger le métal à de nombreux endroits. Mais pour encore combien de temps? Même si l'état général de la protection anti-corrosion semble visuellement bon, cela est trompeur, hein, selon le rapport Expiris de 2014. Il n'est pas envisageable de prévoir une nouvelle application de couche de peinture qui ne fera qu'accentuer le risque de perte totale d'adhérence du système. À l'époque, Expiris recommande de procéder à des travaux de décapage complet de l'ancien système de peinture. Je vous le confirme, indique Bernard Giovannoni, ma conclusion était qu'il faudrait mettre à nu et tout repeindre. Seulement pour ça, il faudrait fermer. On va voir que ça pose problème. Donc ce qui se passe là, avec la 20e couche de peinture, 20e campagne, a été déconseillé par les rapports que l'A7 avait commandés en 2014. En 2018, l'A7 lance sa 20e campagne de peinture, intégrant des travaux de réparation d'urgence. Un architecte en chef des Monuments de France, Pierre-Antoine Gattier, va en assurer la mise en œuvre. Il se donne pour priorité de redonner à la tour la couleur d'Eiffel. Mais il n'est pas question de la décaper entièrement, encore moins de la fermer au public. Mais surtout, quand les travaux commencent en 2019, la problématique du plomb a été très mal évaluée, les entreprises réclament un accès spécifique pour le chantier. Ils veulent en fait un chantier fermé au public avec un accès spécifique et ça pose problème. L'ascenseur nord étant déjà immobilisé depuis 2018, alors rénovation de l'ascenseur nord, ça c'est dans le rapport de 2022, 49 millions d'euros. Je sais pas quel est le prix d'un ascenseur, hein. Ça me semble un peu cher. Alors l'ascenseur nord est donc bloqué en 2018. L'A7 refuse de bloquer un des 3 autres piliers d'accès. Il est aussi jugé difficile pour des raisons techniques de bâcher la tour pour confiner les zones à décaper et à peindre. Dès lors, faute de protection suffisante, la pollution au plomb ne va pas tarder à exploser. Dans la foulée de l'incendie de Notre-Dame, les autorités de contrôle durcissent le ton, ce qui permet de dire sous le manteau, à l'A7, que le plomb à lui seul a perturbé la 20e campagne. C'est pas nous qui l'avons mal organisé, qui gérons ça avec le cul, c'est le problème du plomb qui a été sous-évalué, et puis bon, comme avec l'incendie de Notre-Dame, il y a une sensibilisation particulière au plomb, voilà, tout est la faute du plomb. C'est partiellement vrai, notamment parce que les entreprises avaient sous-dimensionné leur offre, et ont vite demandé des rallonges. En 2021, l'A7 change son prestataire peinture, la fermeture du monument pour cause de Covid, 3 mois au début 2020, puis 8 mois entre octobre 20 et juillet 21, aurait pu être une chance, mais tout le monde rate le coche. C'est dommage, on aurait pu profiter de ces mois sans visiteurs. Ils sont cons, hein. Ils auraient quand même pu profiter de... Combien là, ils disent 3 mois plus 8, hein. Ça fait presque 1 an de fermeture. Ils auraient pu décaper la tour et la repeindre. Non, on n'y a pas pensé. C'est ballot. En interne, la tour connaît aussi une série de purges. Le directeur du projet peinture, recruté pour la campagne, et une ingénieure en poste depuis plusieurs années sont poussés au départ fin 2020. Quant au principal ingénieur en charge des questions de structure, Marc-Antoine Durand, décédé d'un cancer au printemps 2019, il n'a jamais vraiment été remplacé. Marc-Antoine était l'une des mémoires de la tour, et il avait refusé de diriger la 20e campagne de peinture, pressentant bien que tout ça allait dans le mur, dit un de ses collègues. À la même époque, le seul peintre à demeure sur la tour Eiffel prend sa retraite, et lui non plus n'est pas remplacé. Il effectuait pourtant au jour le jour des réparations courantes, comme le recommandait Eiffel. Donc sur les 395 personnes, il n'y en a pas un pour peindre un rivet. Il est parti en retraite, il n'est plus là. Donc c'est tous des prestataires externes qui connaissent pas les lieux. Ok, ça va bien se passer. L'objectif de l'A7, c'est la rentabilité. Il ne faut surtout pas affoler le public, grince un cadre. Autre particularité maison, plus de 50% des salaires sont versés sous forme de primes, indexées sur la fréquentation. Le monument est quasi co-géré avec la CGT, et personne n'a intérêt à fermer, dit un salarié inquiet de la culture du secret qui y règne. En interne, plusieurs voix ont réclamé dans le passé que le public soit informé des hautes teneurs en plomb sur le monument. Certains ont même suggéré la mise en place de pédiluves, de surchaussures à proposer aux visiteurs, et la mise en œuvre d'une campagne d'information. Ils ont été rembarrés, tu m'étonnes. Bonjour, vous entrez sur un site classé Céveso. Voilà votre masque à gaz et votre tenue de protection. Bonne visite. C'est 35 €. Pas question, ont estimé Alain Dumas, le directeur technique, et Patrick Branco-Ruivo, le DG de l'A7. Sollicités par Marianne, ni l'un ni l'autre n'ont souhaité réagir. En interne, tout le monde sait très bien qu'il faudrait fermer
la tour le temps des travaux, non seulement pour effectuer le déplombage, mais aussi pour la repeindre et la réparer correctement. Confie un expert, persuadé que, au lieu de cela, la 20e campagne sera dans le meilleur des cas largement inutile, et que dans les plus sombres perspectives, elle accentuera les défauts du film de peinture existant et la corrosion qui s'ensuivra. Avec son coût astronomique de 60 millions d'euros et son badigeonnage sommaire sur une surface craquelante, cette campagne des JO apparaît comme une parabole ubuesque d'une gestion de court terme. La plus célèbre tour du monde, rénovée en urgence dans les années 80 et de nouveau à bout de souffle. Construite en 1889, 23 ans avant le naufrage du Titanic, elle aurait aujourd'hui grand besoin d'un sérieux carénage, comme disent les marins. Pas d'un entretien au rabais sous le régime de l'omerta. Alors voilà, on a fait un peu le tour du problème des peintures et de l'entretien de la Tour Eiffel. Et on a pu voir un peu les coulisses, un peu voir la mentalité de ce qui se passe dans cette boîte, où la CGT, les employés semblent co-gérer ce truc et s'en servir de pompe à fric pour leur revenu personnel, tout en transformant ce magnifique édifice en merde. 2022 toujours, réaction de la direction. Elle assure qu'elle n'a jamais été aussi préservée, jamais. Même au moment de la construction, il y avait plus de rouille. Branco Ruivo, là, le directeur, se vante pour la première fois de son histoire, on a décapé la tour. On a retiré l'intégralité des couches de peinture sur l'arc sud. Ouais. Donc ça représente 5% du monument. Ouais, c'est la première fois qu'on a fait ça. Et le changement de méthode dans les travaux ont eu pour conséquence le quasi-triplement du coût du chantier, de 32 à 80 millions d'euros selon le directeur. Donc dans l'article de Marianne, on parlait de 60. Là, voilà, 32, 60, 84. Ça commence à monter, hein. Allez, on avance un petit peu dans le temps. Nous voici aussi donc à notre époque contemporaine. Nous sommes le 22 février 2024 et la Tour Eiffel est en grève. 4e jour de grève consécutive, le personnel du monument est en grève reconductible. Il dénonce la mauvaise gestion financière par la municipalité qui s'en défend. Les rats commencent à se révolter contre ceux qui donnent le fromage. La CGT Force ouvrière dénonce une mauvaise gestion financière du monument avec des coûts sous-estimés et des recettes surévaluées. On va voir un petit peu plus tard la réalité des choses. Anne Hidalgo, de son côté, assure que la ville de Paris n'a jamais manqué à son devoir de soutien à l'A7. On parle d'un modèle économique intenable selon les syndicats. Oui, forcément, comme je le répète, 50% du chiffre d'affaires en redevance et 60% sous forme de salaire. Il y a un moment où ça va coincer, surtout avec les travaux qui partent complètement en sucette. Et le problème, ce que dénoncent les salariés, ce ne sont pas bien sûr leurs rémunérations, mais c'est les redevances déraisonnables qui imposent l'austérité au personnel en termes de recrutement et de salaire pour toutes les années à venir. C'est vrai que ça a été extrêmement bien géré jusque-là, hein. L'austérité sur le recrutement et les rémunérations, ils en sont encore loin. Bref, poursuivons. Ici, on a un autre article qui parle aussi justement de la redevance de Paris qui va quadrupler. Donc toujours dans le même contexte de cette grève de février. On va nous donner ici quelques chiffres. Une situation donc compliquée à laquelle s'ajoute une augmentation progressive de la redevance versée par l'A7 à la ville de Paris. Celle-ci est passée successivement de 8 millions d'euros de 2018 à 2021, puis 16 en 2022, et devrait quadrupler pour atteindre 50 millions d'euros. Une somme beaucoup trop élevée par rapport aux frais des travaux, explique au Figaro des représentants syndicaux Force ouvrière. Pas par rapport au salaire, non. De quoi plomber les comptes de la société. Le contrat d'exploitation du monument, signé en 2017, prévoyait en effet de faibles redevances jusqu'au JO pour que l'A7 puisse financer les travaux nécessaires avant l'événement, suivis ensuite d'un solide rattrapage. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La mairie de Paris, qui avant, comme on avait vu, prenait des redevances, ici 27 millions, 20 millions, 18 millions, ils ont accepté de diviser de plus que 2 leur redevance annuelle pendant 4 ans, afin que l'A7 garde de l'argent dans ses comptes pour payer les travaux. Elle a transformé les travaux en merde, c'est parti complètement en sucette. De 32 millions, on passe à 80, et vous allez voir que ça continue d'augmenter. Et quand arrive le moment de revenir à une situation de redevance où la mairie de Paris récupère en gros sa mise, et je pense d'ailleurs qu'il comptait sur les JO, vous allez voir ici, c'est sans compter la sous-évaluation des budgets des travaux, oui, ça c'est sûr, couplée à une surévaluation des recettes basées sur les objectifs de fréquentation annuelle de 7,4 millions de visiteurs. Donc ils pensaient faire mieux que là en 2014 où c'était seulement 7 millions, et finalement il y a 1 million de moins. Il manque 1,4 million de visiteurs par rapport aux prévisions. Donc forcément il y a des recettes en moins pour l'A7 par rapport à ce qui était établi. Et je pense aussi qu'ils comptaient sur un effet JO pour se dire il y aura plein de fric qui va arriver dans la Tour Eiffel, elle sera repeinte, elle sera jolie, elle sera bien gérée, n'est-ce pas?
Tout le monde voudra venir la voir. Et on tablait même sur 10 millions de visiteurs à un moment, hein. Le centre d'accueil que les gens ont déjà financé par une augmentation des tarifs était prévu pour pouvoir accueillir 10 millions de visiteurs. Donc, la mairie de Paris s'est dit, il y aura des augmentations de recettes et on pourra taper un peu dans la caisse. Eh ben non. Non, les travaux ont été gérés avec le cul, tout est à refaire, l'argent a été gaspillé, les salaires ont continué d'augmenter, et on ne veut surtout pas d'austérité. Donc c'est la mairie qui va s'asseoir sur sa redevance malgré le contrat. Voilà comment ça va se passer. C'est beau, hein? Donc les syndicats réclament aujourd'hui une réévaluation sérieuse des coûts des travaux et une revue à la baisse de la redevance, afin d'obtenir un modèle économique viable et réaliste. Sauf que la mairie est très ferme là-dessus et veut absolument récupérer sa mise, quitte à s'asseoir sur les travaux et les repousser après 2030. C'est dingue. Ces gens ont tout foiré et ils te disent c'est pas notre problème. Nous on veut pas payer. On veut pas subir la réduction de l'austérité ou je sais pas quoi. Les syndicats expliquent que c'est le problème de la mairie de Paris si les travaux ont été mal gérés alors qu'ils sont délégués à la 7. C'est pas le problème de la mairie. Mais non, il faut une réévaluation sérieuse des coûts des travaux et une revue à la baisse de la redevance parce que l'argent rentre pas en fait. Finalement, on a moins de visiteurs que ce qui était prévu. C'est pas notre problème, vous allez vous asseoir sur votre redevance. Alors le voilà, on est en plein bras de fer autour de cette question. Il y a une grève en février et c'est ici que ça va se jouer. On a ici les propos de la CGT. On va voir un peu ce que c'est que la culture de l'entreprise au sein de la 7 en termes de gestion du dialogue social. La gestion de la tour est simplement catastrophique, lance Nada Bizbiziou, délégué syndical Force ouvrière à la 7. Depuis le 19 février, la CGT et la FO, la majorité des employés du célèbre monument, sont en grève, reconduite pour la 5e fois. Après l'espoir d'une négociation de 4 heures la veille, nous avons été reçus par la 7, pas la mairie de Paris comme nous le voulions. Ils ont essayé de nous emmener sur le terrain des revendications salariales, alors que ce n'est pas ce qu'on demande. Ah, vous n'êtes pas content, on va vous donner plus de fric. Le problème, c'est que les caisses sont vides. La première chose que les dirigeants de la 7 font, c'est on va vous donner de l'argent pour que vous fermiez votre gueule. Un débrayage rare, les grévistes ne demandent pas une hausse de salaire, mais une meilleure gestion financière de leurs lieux et d'outils de travail. En arriver à la grève, pour rappeler que le but de l'entreprise est précisément de protéger la tour, c'est affligeant. Les mecs commencent à comprendre que les gens qui les dirigent vont tuer la poule aux œufs d'or. Ouais, on aime bien taper dans la caisse et se doubler les salaires par rapport à la moyenne nationale. Bon, tant que tout marche, pourquoi pas ? Et c'est pas le cas. Et c'est tellement pas le cas que même les gens là qui sont responsables du fiasco commencent à se tourner vers la direction et dire arrêtez quand même de faire de la merde parce que c'est tout l'édifice qui va nous tomber sur la gueule et vous allez tuer la poule aux œufs d'or. Vous êtes là pour protéger la tour, en fait. C'est vraiment drôle. Voilà, et donc, bien sûr, ils veulent revoir le modèle économique pour arriver à un meilleur équilibre, c'est-à-dire que la mairie de Paris s'assoit sur sa redevance et nous donne du fric. Et ils jouent les innocents. Oh, la mairie de Paris a porté la redevance à 50 millions par an. Nous ne comprenons pas une telle hausse alors qu'il n'y a pas assez de fonds pour finir convenablement les travaux de rénovation de la tour. Ils ont gaspillé l'argent. Déjà, de base, les tarifs doivent permettre de financer l'entretien. Il y a eu des augmentations pour financer des nouveautés qui n'ont pas existé, ils se sont mis l'argent dans la poche. Il y a eu une réduction de la redevance pendant 4 ans pour financer la campagne de peinture, pour aider au financement. Les mecs, on en fait de la merde et à la fin, oh ben on comprend pas, on n'a pas de sous dans la caisse, on nous demande de l'argent. Oui, c'était prévu dans le contrat en fait. C'est juste le résultat de votre incompétence. Et alors, on appâte le public. Aujourd'hui, les touristes arrivent au pied de la tour, ils lèvent la tête, ils voient de la rouille, c'est scandaleux. C'est votre problème. Il souligne aussi que recapitaliser, donc verser les 15 millions, pour ensuite augmenter la redevance, ça n'a pas de sens. Ben oui, mais ça, la redevance, elle a été négociée en 2017, et on n'avait pas prévu qu'il y avait un Covid en 2020-21, et on n'avait pas prévu non plus que les gens gaspillent l'argent pour les travaux. Alors, fin de grève pour la Tour Eiffel, elle rouvrira finalement ce dimanche. La direction de la 7 et les organisations syndicales ont abouti à un accord de sortie de grève prévoyant que les parties feront régulièrement le point de suivi du modèle économique, de l'évolution des investissements de travaux et des recettes de la société à travers une instance qui se réunira tous les 6 mois. On va boire un coup. Tous les 6 mois, on va boire un coup sur le temps de travail, hein ? Évidemment. On va discuter et ça ne changera strictement rien. Voilà. Je crois que le détail ensuite, on le verra après. On nous signale ici 100 000 entrées de perdues. Cet article va nous donner un petit peu plus d'informations sur l'accord qui a été signé entre les syndicats, la 7, la mairie de Paris. Et vous allez voir, c'est de la dinguerie. Donc le Conseil de Paris a validé, là c'est tout frais, le 24 mai 2024. Donc la grève était en février, ils se sont un peu arrangés, voilà, et puis tout ça est passé au Conseil de Paris.
fin 2024. Le Conseil de Paris a validé ce vendredi une nouvelle augmentation de capital de la SET à hauteur, voilà, donc c'était les fameux 15 millions, 15 millions qu'on a vu ici au tout début, et qui s'accompagne d'une hausse de 20% du ticket moyen adulte. Deux mesures destinées à compenser le déficit des années Covid et le dérapage des coûts de rénovation. Je sais toujours pas, tu vois, le déficit des années Covid, je suis désolé, mais pourquoi est-ce que les charges ont été maintenues à des niveaux aussi élevés? Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait eu autant de dépenses des années où, sur les 2 ans, 2020-2021, on a vu que la tour a été fermée presque 1 an? Il devrait y avoir une diminution des charges d'un tiers, au moins, entre le tiers et la moitié. Non, ils sont maintenus. Donc apparemment, les salaires ont continué à être versés pour des gens qui n'ont pas travaillé puisque c'était fermé. Donc là aussi, il faudrait s'intéresser aux raisons du déficit des années Covid. Est-ce que tout ça a été bien géré? Pas sûr. Dérapage des coûts de rénovation, c'est le problème de qui? C'est le problème de la SET, c'est des gens qui la gèrent. C'est pas aux Parisiens de compenser les conneries des gens qui sont incompétents. Ici, on nous rappelle qu'il y avait déjà eu une précédente recapitalisation de 60 millions pour compenser déjà les années Covid. Et ils payent 2 fois. La pandémie et les surcoûts des travaux de rénovation, principalement liés à l'actuelle campagne de peinture, compliquée par la découverte de traces de plomb. On n'était pas au courant. Elles ont entraîné une situation déficitaire pour la SET sur les années 20 à 23, puis même avant, c'était pas terrible. L'hôtel de ville chiffre la perte d'exploitation liée à la pandémie à 113 millions d'euros et les surcoûts des travaux à 136 millions d'euros. 136 millions. Surcoûts liés aux travaux. Le projet de base coûtait 32 millions. Il est passé à 60. Oh, il y avait du plomb. Puis ensuite, comme il y avait du plomb, il est passé à 80. Puis bon, il y a du plomb, alors c'est 136 millions. Dans ce contexte, la société devrait afficher un résultat net déficitaire pour 2024 et des capitaux propres quasiment nuls. La boîte est coulée. Ils ont coulé la tour Eiffel. La recapitalisation servira à sécuriser l'assise financière de la SET. Il faut savoir que j'ai regardé dans les comptes de la SET, ils ont 45 millions d'euros sous la forme d'un portefeuille d'actifs. Dépréciation, blablabla. Au 31 décembre 2022, la valeur de marché du portefeuille s'élève à 45 millions d'euros. Pourquoi est-ce qu'ils demandent des sous à la mairie de Paris s'ils ont un portefeuille d'actions de valeur mobilière de marché qui est valorisé à 45 millions? Ils peuvent pas utiliser cet argent pour financer les travaux, recapitaliser la société. Ils en font quoi de ces sous? Allez savoir. Moi, ça me pose question. Voilà, pourquoi il y a 45 millions sur un compte qui sert à rien, là, placé en bourse, on s'en branle, enfin, c'est dingue. Allez, on reprend. Donc voilà, il s'agit de sécuriser l'assise financière de la SET. Alors Rachida Dati s'est pas gêné pour accuser Hidalgo de ruiner financièrement la Tour Eiffel. Bon, on voit ce qu'il en est de cette histoire de redevance. C'était pas un mauvais deal, d'autant que la redevance annuelle initialement prévue dans le contrat de délégation était de 55 millions, parce qu'ils avaient tablé sur 7,4 millions de visiteurs. Donc déjà, puisqu'il y a eu moins de visiteurs, la redevance est moindre, donc 50 millions. Mais ici, on nous apprend qu'ils vont carrément s'asseoir dessus. L'avenant du contrat entériné, donc en mai 2024, propose donc une baisse de la redevance touchée par la ville, a souligné l'adjoint PS aux finances Paul Simondon, avec un effort de 50 millions en abandon de recettes jusqu'à la fin du contrat, repoussé à la fin 2031. Je crois qu'ils ont eu 1 an de plus sur le contrat. Et là, j'ai un peu du mal à savoir, j'ai pas pu trouver le détail de la délibération. Est-ce que cet abandon de 50 millions d'euros, il est pour 1 an ou il est pour jusqu'à la fin du contrat? Est-ce qu'il n'y a plus du tout de redevance jusqu'à la fin? Bon, je pense que c'est juste pour 1 année. Et puis, il y a une baisse de la redevance qui par contre, je pense que c'est une baisse de la redevance jusqu'à la fin du contrat. Et là, j'ai pas le détail. Et je pense qu'ils s'assoient cette année sur leurs 50 millions. Bien entendu, il n'y aura aucune austérité auprès des employés qui touchent des salaires zinzoulibar. Avec cet avenant, le Conseil de Paris a aussi validé l'augmentation de tarifs à partir du 17 juin à hauteur de 20% pour les entrées adultes. Alors apparemment, ça reste les mêmes pour les entrées enfants et les autres tarifs. L'accès au sommet coûtera 35 € à un adulte au lieu de 29,40 €. Oh là, les avis Google se plaignant du tarif zinzin sont pas prêts de s'améliorer. Ces hausses tarifaires doivent permettre aux recettes de rebondir de 145 millions d'euros sur les années restantes à l'actuelle délégation de services publics. En contrepartie, l'avenant prévoit également une hausse de 156 millions du budget travaux porté à 380. Voilà, ça c'est le budget peinture et entretien, réparation de la corrosion et compagnie. Normalement, le tarif de base de la Tour Eiffel est censé financer ça. Pendant des années, ça l'a financé. En 2017,
40% d'augmentation. Pouf, l'argent a disparu. Maintenant, 20% encore d'augmentation. Et on arrive à des tarifs de dingue parce qu'on dit, on est tellement con et c'est tellement mal géré, on arrive à 380 millions pour repeindre la Tour Eiffel. Alors qu'en moyenne, les précédentes campagnes coûtaient dans les 50 millions. Alors c'est vrai qu'ils ont repeint et qu'au fil des ans, il y a des problèmes et que maintenant, il faudrait tout décaper, tout reprendre et peut-être même fermer le monument pendant 1 an ou 2. Ouais, les primes de rendement risquent de diminuer. Donc cet avenant avait fait l'objet d'une espèce de chantage, de grève, pendant 6 jours, 380 millions. Tour Eiffel, un plan à 300 millions pour améliorer l'accueil des touristes. Et non, c'est pas cette année, c'était en 2017. On nous a déjà fait le coup. 47% d'augmentation des tarifs pour financer ce truc-là. Dans le détail, on nous promettait de nouveaux espaces d'accueil, permettant une meilleure gestion des flux des visiteurs, voire une suppression des files d'attente à tous les niveaux de la Tour Eiffel. Le deuxième étage inférieur et une partie des ascenseurs seront modernisés. Le monument inauguré à l'occasion de l'exposition universelle bénéficiera aussi d'un décapage, de travaux de peinture et d'une rénovation de son système de scintillement qui le fait briller la nuit. On a déjà payé pour ça. Il y a déjà eu une augmentation considérable pour un espace d'accueil qui n'existe pas. Les gens sont invités à aller réserver leurs billets en ligne. Vous vous démerdez, puis voilà, vous réservez votre créneau. Vous venez à l'heure. Sinon, vous ratez votre créneau et vous allez vous faire voir. Et pareil, là, on te promettait, en échange de ces hausses de tarifs, un décapage de la tour et des travaux de peinture. Non, c'est pas le cas. C'est un fiasco complet. Ils ont décapé 5%. Le monument est en train de tomber en ruine, et de s'effriter, pour être plus précis. Toute la couche de peinture est en train de devenir complètement instable, de s'écailler, de gondoler, de s'émietter, de tomber sur les visiteurs. Tout ça, en plus, c'est bourré de plomb. Donc au niveau sanitaire, c'est pas très bon. Peut-être qu'un jour, ça pourrait donner une très mauvaise publicité à la Tour Eiffel si ça venait à faire un genre de petit scandale mondial. Est-ce que les touristes s'empoisonneraient au plomb à la Tour Eiffel? Ouh là là, j'exagère un peu, mais voilà. Donc en 2017, on a déjà payé 300 millions pour ça. Et en 2024, ils reprennent le même système d'extorsion. Boum, 20% de tarifs en plus pour financer des travaux, 156 millions en plus, qui vont être donnés à des gens dont on nous dit ici dans l'article qu'ils ont déjà gaspillé 136 millions dans une campagne de ravalement de façade de la Tour Eiffel qui est un fiasco. C'est bien parti. Au fait, la Tour Eiffel, elle a coûté combien à construire? Parce qu'il y a peut-être un petit moment où on va peut-être aller en fabriquer une autre, qui ne soit pas gérée par la mairie de Paris. Dans cet article, on nous explique que la construction datant de 1889 a coûté 7,8 millions de francs or, ce qui avoisine aujourd'hui avec l'inflation 35 millions d'euros. 35 millions d'euros finis avec la peinture. En 1889. Alors bon, faut voir un peu comment l'inflation est calculée. Je rajoute au montage cette estimation qui me semble un peu plus réaliste que les calculs de l'INSEE. Il faut savoir qu'une pièce de 20 francs or se vend aujourd'hui autour de 400 €. Donc une règle de 3 nous donne un coût de construction à 154 millions d'euros, c'est-à-dire la moitié du budget peinture. Et pour avoir une idée un peu plus précise, j'ai été voir combien de personnes ont travaillé sur ce projet. On nous dit ici qu'elle a été achevée en un temps record de 2 ans, 2 mois et 5 jours. Ça fait 5 ans qu'ils essayent de la repeindre. Plus, même 6 ans. Avec un succès discutable. Ça a mobilisé 50 ingénieurs, 150 ouvriers dans l'usine de Levallois-Perret qui fabriquaient les pièces et les préassemblaient, qui étaient livrés ensuite sur le chantier. Et sur le chantier, il y avait entre 150 et 300 ouvriers. Sur Wikipédia, j'avais vu qu'apparemment, il n'y avait jamais plus de 250 personnes. Bon. Alors au total, moi si je compte bien, 300 plus 150 plus 50, ça fait 500 personnes. 500 personnes ont construit la tour en 2 ans et 2 mois. Et en 5 ans, la tour qui emploie 400 personnes, et qui a recours à une société externe pour repeindre tout ça, a dépensé 130 millions pour rien, pour un désastre, pour du gaspillage, du badigeonnage. On a juste gratté la peinture sur 5% de la surface, et c'est tout. Et en tout, ça va coûter 380 millions pour à la fin avoir un bâtiment qui ne sera pas rénové correctement. Parce qu'il faudrait le fermer, parce qu'il y a des normes autour de la gestion du plomb qui font qu'on ne peut pas continuer d'accueillir les visiteurs, c'est compliqué. Ce serait beaucoup plus simple de fermer pendant 1 an ou 2, faire les choses correctement, remettre le bâtiment à neuf et le remettre à disposition des touristes. Ce serait peut-être aussi l'occasion de faire ce fameux bâtiment d'accueil pour limiter les files d'attente. Revoir un peu la sécurité, parce que les panneaux de verre et tout le merdier apparemment autour de la Tour Eiffel, ça plaît pas trop aux gens. Les rats, les vendeurs à la sauvette, les agressions aussi. Les agressions sur le Champ de Mars. Paris, un ressortissant algérien écroué pour le viol d'un touriste américain sur le Champ de Mars. 28 mai 2024.
L'enseignant américain avait été traîné derrière un buisson, forcé à réaliser une fellation. La victime, un enseignant en vacances, grignotait au pied de la tour Eiffel, et paf, tu te retrouves à genoux en train de sucer un migrant. Le Champ de Mars, régulièrement pointé du doigt comme étant une zone criminogène. Et voilà, en 2023, une touriste mexicaine a été violée après avoir été prise au piège par plusieurs individus. 2 touristes brésiliennes ont été sexuellement agressées par 2 hommes en février 2023. Un individu de nationalité afghane a également été arrêté en décembre dernier pour agression sexuelle sur fillette de 7 ans. Ça devient... Et de l'argent a été dépensé. Ils ont renoncé au bâtiment d'accueil, pour lequel il y a eu 40% d'augmentation, pour augmenter la sécurité autour de la tour Eiffel, afin de lutter contre les terroristes. Et tout le monde se fait violer au pied du truc, au pied du bâtiment. Waouh. Alors, on revient un peu sur la présentation de la 7. Ah, la 7, créée en 2005, qui a pour objectif de moderniser les installations, les espaces d'accueil, inexistants du coup, les services offerts aux visiteurs. Oui, tu peux te faire sucer. Enfin, c'est les migrants qui ont des services offerts par les visiteurs, tout en respectant une démarche de développement durable et en maintenant un haut niveau de sécurité. C'est un échec, hein. C'est un échec complet, les gars, je crois. Ah voilà, on a ici les représentants de la ville de Paris, qui siègent au conseil d'administration, c'est que des élus de la ville. La ville de Paris a l'ambition de faire de la tour Eiffel une vitrine irréprochable de la qualité d'accueil parisien. C'était le communiqué de la ville de Paris en juin 2017. L'action de la 7 s'engage avec la volonté de mettre le visiteur au cœur de ses préoccupations et en développant un vaste programme de transformation construit autour de 3 axes. Amélioration de l'expérience de visite, avec l'augmentation de la vente de billets en ligne, du coup. Élargissement du périmètre de la tour Eiffel au jardin situé de part et d'autre du monument. D'accord, ok. Refonte du parcours client avec la signalétique, animation, visite guidée, sécurité, catastrophe. Modernisation des équipements et des services proposés aux visiteurs, il y aura du Wi-Fi. Et puis bien sûr l'entretien du bâtiment avec des travaux d'aménagement, dont le renforcement de la sécurité et de l'accessibilité, réaménagement du 2e étage, travaux d'entretien. Il cite l'ascenseur nord à 49 millions et la campagne de peinture et de scintillement. Campagne de peinture qui, on n'en voit plus le bout des augmentations de tarifs, des augmentations de coûts. On dépasse les 130 millions d'euros. Pour rien, pour du badigeon et du cache-misère. Renforcement du rayonnement national et international du bâtiment, non, c'est un échec. Voilà donc pourquoi ces gens sont payés. Voilà pourquoi ils se versent des salaires de dingue. C'est incroyable. La ville de Paris, et une petite clique au sein de la mairie, on va dire, a carrément mis la main sur la tour Eiffel, et ils se versent des salaires de dingue sur ce bâtiment, et ils le transforment en merde. Les tarifs augmentent, pour autant, l'entreprise est en faillite. Il a fallu la recapitaliser 2 fois. 60 millions en 2021, 15 millions en 2024, alors qu'il y a 45 millions qui dorment sur un compte apparemment de placement boursier. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est, hein, faudra pas aller regarder. Merci la mairie de Paris. Je pense que les habitants de Paris seront ravis d'apprendre que le monument le plus visité de France est devenu une charge pour la ville. C'est devenu une charge. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 300 Pékin pour gérer le truc, c'est déficitaire. La ville de Paris doit mettre de l'argent dans le pot. Non seulement elle doit s'asseoir sur les redevances, mais elle doit recapitaliser la société. Et tout ça pourquoi ? Parce que tu as des types qui sont payés une fortune pour gaspiller l'argent de la boîte. Parce qu'à la fin, il n'y a plus de thunes, mais l'entretien n'est pas fait. Les bâtiments d'accueil, soi-disant promis, n'existent pas. L'accueil des visiteurs et des touristes est déplorable. La sécurité est déplorable. Il n'y avait pas grand-chose à faire, hein. Mettre un coup de peinture, accueillir les gens dans des bonnes conditions, c'est pas compliqué, c'est un fiasco. Ils arrivent à foutre en déficit le monument le plus visité du monde. Et ils tombent en ruine en plus. C'est dingue. C'est dingue. Alors voilà pourquoi peut-être les taxes foncières ont augmenté l'année dernière de 80% à Paris. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça diminue. Si ces gens sont capables de mettre en faillite le monument le plus visité de France, imaginez comment ils gèrent le reste. Imaginez comment ils gèrent des trucs qui sont moins susceptibles de rapporter de l'argent. Je sais pas, l'entretien des égouts par exemple. Est-ce que vous croyez que c'est fait de manière efficace ? Là, on voit un exemple concret de l'incompétence de ces gens, où ils ont une entreprise qui génère un chiffre d'affaires par tête de pipe important, pour une société de service, 250 000 euros par employé, c'est plutôt bien. Ça ne devrait pas être en déficit. Ah bah si. Si, c'est coulé. C'est coulé. Et on continue de verser des salaires de zinzin à ces gens. Par contre, qui va éponger la connerie ? Les habitants de Paris.
qui vont renflouer à travers la mairie de Paris ce truc, qui sert de pompe à fric pour une poignée de personnes qui, comme on a vu, se gênent pas pour réclamer que la ville de Paris leur donne des sous après qu'ils aient coulé la boîte. Ils ont le privilège de capter en fait cette société, de capter l'argent généré par la Tour Eiffel. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est bien la gérer. C'est juste mettre un coup de peinture, accueillir les gens comme il faut. La délégation de service public a été faite de telle manière qu'ils peuvent taper dans la caisse autant qu'ils veulent. Non, faut gérer le truc avec le cul, faut tuer la poule aux œufs d'or. Et une fois qu'ils l'ont tué, c'est à vous de payer, c'est à la mairie de payer. Faut renflouer. Comment osez-vous exiger une redevance? On est bien trop incompétents pour vous la payer. Par contre, eux, ils se gardent leur salaire. C'est merveilleux. Hein. Alors voilà comment on a coulé la Tour Eiffel. 2 fois. Si les JO sont gérés de la même façon, on va bien rigoler. Faudra en vendre un sacré paquet de crêpes, d'égouts pour renflouer tout ça. Ouais, on pourrait mettre une taxe sur les vendeurs à la sauvette pour financer les salaires des mecs qui foutent rien dans la société de gestion de la Tour Eiffel. C'est zinzin. Eh ben, bon courage aux Parisiens, en tout cas, qui vont se faire vider les poches pour payer les salaires de type incompétent. Je vous remercie d'avoir suivi ce fantastique direct. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à faire un tour sur la page Tipeee pour financer ce merveilleux travail d'analyse et de décryptage. Parce qu'il faut comprendre comment ils arrivent à couler un bâtiment, cette énorme usine Afrique et la Tour Eiffel. Non, c'est coulé. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur zoneartisanale.com pour financer des gens qui travaillent vraiment, qui produisent de vrais produits. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai prévu d'en faire 2 ou 3 sur les européennes avant le 9 juin. Je vais essayer de m'y tenir. Merci à tous et à bientôt.